m'excuse encore une fois du retard. Et je pense, on excuse M. Douanier qui ne peut venir et M. le recteur ne va pas tarder à arriver. Monsieur le ministre, Messieurs les maires, Monsieur le recteur, Monsieur le doyen de la faculté de médecine de Constantine, Monsieur le doyen de la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg, Monsieur le directeur général du CHU, Messieurs les chefs de département, Monsieur le coordonnateur de la Convention de Strasbourg-Constantine, Messieurs les présidents du Conseil de l'Ordre des médecins chirurgiens dentistes, Messieurs les présidents des syndicats des professeurs docents, maîtres assistants et médecins privés, Monsieur le président de la Société algérienne de médecine dentaire, chers maîtres, chers consoeurs, chers confrères et chers amis, honorable assistance, j'ai le privilège et le grand plaisir, au nom du comité d'organisation, de vous souhaiter la bienvenue à ces deuxièmes journées dentaires internationales de formation continue, co-organisées par le département de chirurgie dentaire de Constantine et la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg. La tenue des premières journées, un pari lancé pour la première fois en mars 2007, a répondu à de telles attentes et entraîné tant de témoignages de satisfaction qu'elles sont maintenant un acquis à renouveler et à transformer en tradition scientifique. Pour notre département, ces journées sont le symbole de la réussite de la coopération médicale exemplaire qui unit Strasbourg et Constantine depuis plus de 30 ans. Nous espérons que l'organisation de ces journées répondra aux nombreux objectifs scientifiques qui leur sont fixés dans le cadre d'une approche globale du patient. Pour les organisateurs, cela veut dire que la pratique dentaire doit s'inscrire dans la perspective d'une prise en charge capable de prendre en compte tous les aspects des pathologies dentaires, y compris les déterminants de la santé dentaire, depuis les facteurs individuels, génétiques et comportementaux, jusqu'aux paramètres environnementaux, jusqu'à la nécessité d'une médecine dentaire de qualité, garantissant au patient que son attente des soins comprendra bien l'appareil dentaire et ses fonctions en harmonie avec le fonctionnement global de son organisme. En effet, la santé bucco-dentaire est reconnue de nos jours comme un véritable problème de santé publique. Selon le classement de l'organisation de l'OMS, les maladies bucco-dentaires sont le 4e fléau social après les maladies cardiovasculaires, le VIH et le paludisme. Comme l'a soutenu en 2007 la présidente de la FDI, si la santé est un droit fondamental de l'homme, alors la santé bucco-dentaire l'est aussi. C'est l'objectif de ces deuxièmes journées de placer la barre de la prise en charge dentaire au meilleur niveau possible, compte tenu des attentes et des exigences de notre société et des efforts gigantesques de formation universitaire. Et cet objectif est rendu possible par la magnifique coopération avec la prestigieuse faculté de Strasbourg, qui accompagne depuis plus de 30 ans la faculté de Constantine, avec les autres personnalités algériennes scientifiques qui se sont inscrites dans ce projet, et grâce à cette culture hautement morale du partage, de la science et du progrès. Ce sont les plus belles valeurs et les meilleures traditions de l'humanisme, de la compétence et de l'amitié fondée sur le respect mutuel, qui sont ainsi ravivées et perpétuées. C'est pourquoi je suis heureuse de renouveler mes chaleureux remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont aidés à l'organisation de ces deuxièmes journées, qui représentent un jalon de plus dans le développement de la médecine algérienne, qui soient tous assurés de notre gratitude. En fait, ce programme permettra pendant 2 jours la transmission du savoir et du savoir-faire odontologique à travers près d'une vingtaine de conférences thématiques, plus d'une quarantaine de communications orales et affichées, touchant pratiquement toutes les disciplines en chirurgie dentaire, mais aussi en médecine, telles que la cancérologie, la dermatologie buccale et enfin la cardiologie, qui constitue un véritable problème de santé publique dans notre pays. Cette rencontre va permettre possible le débat entre cardiologues et chirurgiens dentistes, ainsi qu'entre oncologues et chirurgiens dentistes. Des ateliers de formation continue permettant l'acquisition de techniques et de thérapeutiques récentes par tous les praticiens, car la formation continue est une obligation morale et scientifique qui nous valorise. Gageons que tous nos organismes professionnels mesureront l'importance de l'enjeu avec sagesse, raison et dynamisme pour permettre à chaque praticien d'accéder aux nouvelles données de la science et d'améliorer son exercice quotidien en se rapprochant des règles de bonne pratique pour que disparaisse l'incertitude sur les conditions de travail de notre discipline en ce début de siècle. Tout en les prenant en compte, on ne peut laisser les considérations économiques prendre le pas sur une qualité de soins conforme aux données acquises de la science. Je termine en remerciant pour leur dévouement tous les conférenciers nationaux, internationaux, tous les membres du conseil scientifique pour avoir répondu positivement à notre invitation, tout en sachant combien ils sont submergés par leurs obligations professionnelles et universitaires. À toutes les autorités, à tous nos responsables, un grand merci pour leur soutien multiforme et pour avoir facilité la tâche du comité d'organisation dans cette entreprise qui, nous espérons,
permettra l'acquisition de techniques et de thérapeutiques récentes à des praticiens ne les ayant pas acquis à l'université. Que tous les contributeurs, à quelque titre que ce soit, en soient vivement remerciés. Grâce à vous, confrères congressistes et exposants, les journées seront réussies. Votre présence contribue à faire de cet événement professionnel de l'Est algérien un succès. Et sans plus tarder, je passe la parole donc à monsieur le directeur du CHU de Constantine, CHU d'Embedis, monsieur Derner. Merci Madame la Présidente du comité d'organisation des deuxièmes journées dentaires internationales de Constantine. Monsieur le ministre, Monsieur le doyen de la faculté de médecine, Monsieur le doyen de la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg, Mesdames, Messieurs, honorables assistants. Très heureux et très honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour donner le coup d'envoi aux deuxièmes journées dentaires internationales de formation continue de Constantine organisées avec le concours de nos collègues strasbourgeois. Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue et un agréable séjour à nos invités particulièrement étrangers. Je tiens à leur exprimer nos sincères remerciements. Leur présence parmi nous aujourd'hui est un signe très fort d'amitié, d'engagement, de disponibilité, de loyauté et le témoin d'un partenariat durable qui permettra le développement et le renforcement des actions de coopération dans le domaine de la chirurgie dentaire. Ces journées s'inscrivent dans le cadre de la concrétisation des recommandations retenues lors de la réunion de coordination du comité mixte de suivi et d'évaluation de la Convention de coopération entre les institutions hospitalières et universitaires de Constantine et celle de Strasbourg. Elles permettront à la chirurgie dentaire de s'imprégner des progrès et techniques nouvelles de cette discipline en constante innovation. Je saisis l'occasion de cette importante manifestation scientifique internationale de formation continue pour remercier vivement le comité d'organisation avec une note particulière pour le professeur Nadia Boudin. La richesse et la diversité du programme dénotent d'une activité de formation et de recherche de qualité avec une volonté et un engagement des praticiens d'élever le niveau de l'enseignement et la qualité de la santé dentaire de nos concitoyens. Les développements rapides de la chirurgie dentaire moderne imposent une mise à niveau des connaissances et une normalisation des structures et des moyens. Enfin, je réitère mes remerciements à nos invités pour leur participation et la présidente du comité d'organisation de cette manifestation scientifique internationale en vue de la réussite de cette dernière. Je vous remercie encore une fois pour votre patience et votre aimable attention et je souhaite plein succès dans votre rapport. Communauté universitaire de Constantine, permettez-moi d'exprimer tous mes remerciements à la délégation de Strasbourg et à tous les amis qui sont parmi nous aujourd'hui, à monsieur le doyen donc, de la faculté de sciences de chirurgie dentaire de Strasbourg, à monsieur le directeur général de l'hôpital de Constantine, à monsieur le doyen de la faculté de médecine de Constantine, et à notre ami, professeur et ministre, monsieur Abelkel, et tous les collègues qui sont aujourd'hui impliqués dans cette aventure à travers cette relation Constantine-Strasbourg que des générations de femmes et d'hommes ont construit. Et je dirais c'est une histoire qui a pris de l'ampleur dans pas mal de domaines. Je dirais peut-être l'année passée à la même époque, j'étais à Strasbourg avec 19 ou 20 recteurs d'universités algériennes où nous avons organisé à Strasbourg une grande rencontre avec le pôle universitaire Strasbourg. Je dirais que sur place, peut-être, la médecine était à l'honneur et beaucoup de disciplines étaient à l'honneur, entre autres la chimie, la physique, les sciences de l'ingénieur. Et aujourd'hui, donc, la chirurgie dentaire à Constantine est à l'honneur. Je remercie l'équipe qui accompagne notre ami le doyen pour cette disponibilité et ce partage. Et j'espère que nous
nous sommes complices sur pas mal de questions. Complices parce que nous sommes en train de donner une nouvelle naissance à la chirurgie dentaire à Constantine. La complicité du directeur général de CHU Constantine, la complicité du doyen de la faculté de médecine, la complicité de la direction de la santé, la complicité de tout le monde pour que cette structure ou cette activité prenne de la dimension. Et j'espère que chacun de nous donnera de son temps, de ses moyens, de ses capacités pour que la chirurgie dentaire à Constantine puisse évoluer avec beaucoup de compétences. Et j'espère que les prochaines rencontres avec Strasbourg seront davantage pour permettre à tout un chacun de définir beaucoup de projets de coopération et d'échange dans beaucoup de domaines de la chirurgie dentaire. Donc, merci pour votre présence parmi nous à Constantine. Agréable séjour et beaucoup de succès pour les travaux de cette formation continue que nous vivons la deuxième session, si on peut se dire, et nous espérons donc avoir beaucoup de résultats concrétisés à travers cette manifestation et les formations qui sont inhérentes à cette manifestation. Merci beaucoup. Mes chers collègues, mes chers amis, je voudrais de manière méthodique d'abord me tourner vers le comité d'organisation dans son ensemble, tous les membres, particulièrement le professeur Nadia Rolban, notre ami, et bien là pour les féliciter de manière sincère pour tout ce qu'ils ont fait comme préparation afin d'organiser cette journée qui, je suis sûr, ces journées médicales qui, je suis sûr, seront une réussite. Des choses, enfin, que tout le monde a dit, mais enfin, je voudrais insister surtout, eh bien, je la remercie pour nous avoir rassemblés. En effet, en entrant, eh bien là, c'est une formidable rencontre avec des amis de longue date. C'est important que de rassembler des amis, même s'ils ne sont pas enfin de la même discipline. Je voudrais souhaiter la bienvenue à nos amis qui sont venus, collègues de Annaba, de Batna, d'Oran, d'Alger. En effet, là aussi, maintenant, ça devient une tradition. On les rencontre au cours de ces journées médicales qui s'organisent, et j'espère enfin qu'ils vont être une tradition à Constantine. Et enfin, mon intervention, bien, elle s'oriente vers, elle se dirige vers, premièrement, mon ami le professeur Abdellatif Ben Mati. En effet, il y a un moment, le docteur Zelman disait coopération depuis une trentaine d'années. Je voudrais respectueusement rectifier. En quelques années, c'est-à-dire depuis la signature officielle solennelle de la Convention entre les deux facultés de chirurgie dentaire, Strasbourg et Constantine, il n'y a que quelques années. C'est depuis octobre 2005 que le travail a débuté. Eh bien là, je voudrais, le devoir de mémoire est une obligation, c'est important, c'est avec le passé qu'on construit le présent et l'avenir. En effet, cette décision courageuse, intelligente, opportune, avec nos amis de Strasbourg, a été, et bien maintenant, enfin, là, on récolte beaucoup. Et bien là, je le remercie infiniment, je le félicite, et d'ailleurs, aussi témoin son engagement, sa mobilisation, toujours présente avec ce que l'on fait avec Strasbourg. Je
voudrais le remercier du fond du cœur et lui témoigner ma profonde sympathie, amitié et également ma reconnaissance. Mais là aussi, je lui dis que ce qu'il a semé, nous sommes en train de poursuivre le travail. Il y a des résultats. Le professeur Heikel disait il y a un moment, sur le plan pratique, et là aussi je remercie nos collègues, nos amis de Strasbourg, d'avoir exigé, pour avoir des résultats performants, que les stages de nos collègues de Constantine soient des stages, non pas de 15 jours et de 20 jours, pour qu'ils soient qualitatifs, ce sont des stages de 3 mois, où il faut donc une disponibilité pour pouvoir maîtriser une technique. Là, je saisis l'occasion pour remercier, féliciter ceux qui sont partis de Constantine, qui ont été disponibles, qui ont été engagés, qui ont été dans la voie du savoir. Et si le professeur Heikel, il y a un moment, disait, ça va être traduit par un examen, un diplôme, c'est une satisfaction pour nous tous. Donc, ce qui a été semé, voilà, on le récolte. En deuxième lieu, là, je me dirige avec émotion vers Strasbourg. Strasbourg nous a aidés énormément. À la fois en accueillant, je ne dis pas nos étudiants, mais nos maîtres assistants, nos docentes, pour leur donner un enseignement à la fois théorique, également pratique, pour pouvoir, je le répète avec force, maîtriser des technologies. Et ensuite, pour les initier à une véritable recherche médicale. Monsieur le doyen, qu'est-ce qui permet tout cela? Certes, il y a tout ce qu'il y a d'officiel, c'est-à-dire, les conventions, les réglementations, les possibilités. Mais en réalité, ce qui est déterminant, ce sont les liens humains. Des liens humains qui se sont tissés pendant 3 ans et qui sont devenus importants, très renforcés, et qui se traduisent avec de l'amitié. Personnellement, j'ai beaucoup d'estime, de respect et d'amitié, et je le dis avec force, avec émotion, pour mon ami, professeur Youssef Heikel. Également, je connais certains membres de la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg. Je les ai vus au cours de la dernière rencontre où il a été organisé la rencontre internationale de pédagogie médicale et Internet. J'ai vu leur sympathie, leur rêve, leur disponibilité pour la faculté de médecine de Constantine, particulièrement pour la chirurgie dentaire. Et également, ce qu'on a semé, vous voyez, autour de, j'aime pas le terme, axe Constantine, Strasbourg, mais voilà. Maintenant, c'est deuxième, monsieur le professeur Heikel nous a dit avec toute la rigueur, avec toute sa rigueur, il avait fait le point avec le professeur Benmarty en ce qui concerne les premières journées. Et il avait dit que ça avait été réussi et qu'il y avait la possibilité d'organiser d'autres journées. Je souhaite vivement que ça devienne une tradition, que tous les 2 ans, tous les 3 ans, qu'il y ait des journées internationales de chirurgie dentaire à Constantine, et que ce soit, puisque je parlais il y a un moment de chirurgiens dentistes de Constantine qui vont pour maîtriser des techniques, là aussi, que ce soit l'occasion des expériences Strasbourg, je dirais Algérie, pas uniquement Constantine, pour pouvoir tisser encore les relations et pour pouvoir encore renforcer, dynamiser cette coopération. Et j'insiste encore, en quelques années, elle a donné beaucoup. Le professeur Heikel disait, il y a un moment, oui, obligation en ce qui concerne la formation continue. Et
là depuis, disons, plus de 10 ans. La faculté de médecine en général, c'est-à-dire pharmacie, chirurgie dentaire et médecine, eh bien, il y a eu un effort considérable. À titre d'exemple, eh bien, ces jours-ci, vous ne pouvez pas vous imaginer, avec et en leur honneur, la participation aussi des étudiants qui ont fait hier en pharmacie, eh bien, les analgésiques, en relation, en coordination avec leurs enseignants. La semaine dernière aussi avec leurs enseignants, le stress. Pourquoi? Parce qu'ils voient que leurs aînés se démènent à organiser des journées scientifiques de qualité. Bien, ça aussi, on essaye. C'est un devoir. On le fait. On voudrait toujours élever le niveau et que ça devienne des journées internationales profitables. Pas seulement pour Constantine, mais pour nos collègues algériens. Bien, ça, ce sont des mots du cœur, enfin, là, parce que Constantine et toutes les facultés de médecine méritent beaucoup. Eh bien, cela grâce à la mobilisation, à le dynamisme, enfin, de certains d'entre nous. Et de toute façon, pour nous, c'est un devoir d'être à leur service. Je voudrais terminer encore, remercier, souhaiter la bienvenue particulièrement et au nom de tous les Algériens ici, collègues et amis qui sont venus nombreux, qualitativement aussi, de Strasbourg, ceux qui sont venus de Beyrouth, de Paris, Clermont-Ferrand aussi très particulièrement pour sa fidélité, et j'espère qu'il sera parmi nous périodiquement. Et je finis pour donner la parole au professeur Abdelker, qui a été constamment l'initiateur depuis plus de trentaine d'années dans le domaine de la coopération. Et je le remercie, c'est un honneur qu'il soit avec nous. Et c'est un signe à la fois de fidélité, d'amitié et aussi le devoir de mémoire qui nous est cher à tous. Merci. Merci, monsieur le doyen. Bismillah, je ne vais pas être long. Je pense que tous les mots-clés ont été saisis par les éminents orateurs de cette tribune. J'ai l'honneur, effectivement, d'avoir été invité par le département de chirurgie dentaire à prendre une place au sein du conseil scientifique pour les raisons qu'a citées monsieur le doyen, qui sont celles que je crois au développement harmonieux de la faculté des sciences médicales, la médecine, la pharmacie, la chirurgie dentaire, et que tout ce qui vient renforcer ce grand domaine de la santé et de la formation médicale est important. J'ai assisté naturellement aux premières journées et j'ai constaté, comme M. Henkel, que l'affluence avait été grande, que l'impact, comme on dit maintenant, des revues scientifiques ou des manifestations scientifiques avait été grand auprès de la population des praticiens du secteur public et du secteur privé. C'est très important. M. Henkel a eu la rigueur et la bonté de nous rappeler que cela devrait obéir maintenant à des règles et à des critères. On ne fait pas de la formation médicale sans une discipline d'objectifs et sans les procédures d'évaluation qui garantissent le sérieux de ces choses-là. Et je crois que grâce à la coopération avec nos amis de Strasbourg, qui en même temps donne de la cohérence à ces échanges, parce que c'est grâce à eux qu'on a un réseau, que Constantine se retrouve dans un réseau d'intelligence et de science. Et cette cohérence devrait nous permettre, au niveau de la faculté, au niveau de toutes les équipes, pas simplement institutionnellement, mais par les liens qui se créent, et les rencontres et les débats autour de ces manifestations, d'assurer la promotion petit à petit de cette culture
formation continue, des objectifs, de fixer des objectifs, de s'y tenir, de garantir la qualité, d'une coopération de qualité. Comme l'a rappelé Monsieur le Doyen, cette coopération avec Strasbourg, on ne va pas passer notre vie, nous, les plus âgés, à l'évoquer. On me dit l'autre, je n'aime pas la nostalgie, c'est une maîtresse aux yeux trop bleus. Ça nous fait un peu mal au cœur de voir que dans certains domaines, ça se dégrade. Et c'est pour ça que c'est tellement important. Ça a une telle valeur morale. Voilà. Ça a de la compétence, c'est tout de suite accompagné par la valeur morale de ces échanges venant d'une grande faculté, de grands universitaires qui viennent de France, de Suisse et avec un pincement au cœur de Beyrouth, pour qui nous avons tellement d'affection et d'amitié en Algérie. C'est cette rigueur-là qui, je crois, au-delà même des objectifs des conférences, va continuer à irriguer doucement le champ de la science médicale constantinoise, comme cela a été dans les meilleures années de la coopération dans la médecine avec Constantine, entre Constantine et Strasbourg. Il y a les amis coopérants qui sont là, nos amis de l'étranger qui sont là, il y a aussi nos amis naturellement les nationaux, et bien sûr de tout le pays, nos amis d'Oran, nos amis d'Alger, de Annaba bien sûr, avec laquelle aussi nous avons des rapports aussi étroits, Constantine, dans laquelle nous avons commencé la chirurgie dentaire dans un vieux garage de mécanique et qui maintenant est au sommet. Et donc ce sont des relais, ce sont autant de relais qui sont pris pour que chacun à son tour puisse jouer son rôle de locomotive. Grâce à la locomotive strasbourgeoise, ici, chez nous, il va y avoir des personnes et des services et des départements qui vont continuer, prendre le relais et assurer comme ça la continuité dans cette mission si noble de la formation médicale. Je ne peux pas terminer sans vous dire que je suis bien ému, comme M. Awati, d'assister à ces journées. Je voudrais le remercier lui-même, notre doyen, pour tout ce qu'il a fait pour la formation médicale, à tous les niveaux, de graduation, de post-graduation, et toujours fidèle aux étudiants et aux enseignants. C'est une bonne occasion de le faire. Et je voudrais enfin féliciter tout le comité d'organisation et à leur tête le professeur Rodban, parce que j'ai assisté pendant toute cette préparation à la prise en charge de sa maman aussi. Elle était pendant 2 mois au chevet de sa maman, et donc ce succès d'aujourd'hui, de cette journée, c'est un bonheur de pouvoir le dédier à la guérison de sa maman et au succès des journées. Voilà, merci. Si vous voulez bien, puisque j'ai le micro, on va repasser la parole à M. le doyen Heikel pour qu'il appelle solennellement Nawal. Oui, je voudrais appeler Madame Nawal Farah Najah. Maître assistante donc à Constantine, au service d'odontologie conservatrice en Doudoncy. Et c'est au nom du président de l'université, le diplôme est signé par le président de l'université de Strasbourg, Alain Beretz, que je lui ai remis son diplôme d'université, qu'il a obtenu brillamment, après 2 séjours de 3 mois, dans le département, dans l'unité fonctionnelle d'odontologie conservatrice en Doudoncy. Tout de suite passer la parole à monsieur le professeur Bouziane, professeur donc de prothèse et avec de multiples titres que chacun connaît, ancien doyen, ancien recteur, président de la société de chirurgie dentaire, qui voudrait intervenir maintenant sur
l'éthique et la déontologie à partir de son expérience de la chirurgie dentaire. C'est une tâche, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, monsieur le recteur, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les doyens, c'est une tâche bien difficile et bien ingrate et un honneur trop grand qui m'échoit aujourd'hui devant cette noble assemblée et après les interventions magistrales de tous nos amis qui nous ont parlé de la science, de la médecine, de la coopération, d'un ensemble de valeurs qui sont propres à l'université, qui sont propres à la science, qui sont propres à l'échange et à l'humanisme. Mais très difficile maintenant de me mettre de parler de morale, d'éthique et de déontologie. J'aurais l'impression d'être un petit peu ringard quelque part. On ne parle plus de morale aujourd'hui, encore moins d'éthique ou de déontologie. Même si ces concepts semblent être acquis de naissance. Mais devant les dépassements constatés, devant le vécu, devant les inquiétudes, affirmées ou non, au sein de l'université, qui nous forme, qui forme les praticiens, qui forment le corps médical, devant les pratiques quotidiennes que nous observons en ville et partout, il nous a semblé quand même utile, quitte à ne faire que répéter ce qui est codifié, ce qui est su, ce qui est connu, censé être connu et codifié. Je vais commencer par une petite définition et vous m'excuserez, c'est vraiment bien présomptueux de ma part, de venir vous rappeler quelques définitions, par exemple, sur la morale. Elle est définie dans le dictionnaire encyclopédique comme étant l'ensemble des principes de jugement et de conduite qui s'imposent, le mot est important, à la conscience individuelle ou collective comme fondée sur des impératifs du bien. Et souvent cet ensemble est érigé en doctrine politique, religieuse, sociale. À côté ou après la morale, nous avons l'éthique. Pour définir l'éthique, il m'a fallu lire beaucoup et demander beaucoup. En définitive, je me suis replié encore une fois sur une définition de dictionnaire encyclopédique qui définit l'éthique comme étant une science des mœurs et de la morale. Puis vient la déontologie. La déontologie qui est qualifiée de morale professionnelle. C'est la théorie des devoirs et des droits dans l'exercice d'une profession. Avec tout ça, avec ces quelques définitions, théoriquement, on aurait tout dit. Donc, comme nous le disions un peu plus avant, selon les étymologies, puisque pour mieux comprendre, quelquefois, il faut parler de l'origine du mot. Selon des étymologies latines, ethicus, qui concerne la morale, ou le grec ethikos, qui veut dire mœurs, et selon encore le dictionnaire Petit Robert, l'éthique est définie comme étant la science de la morale. Tout le monde est d'accord, l'éthique c'est la science de la morale. Elle a été redécouverte comme un instrument de gouvernance. L'éthique est devenue un élément de gouvernance dont on parle de plus en plus depuis quelques décennies dans de nombreux secteurs sociaux. D'abord, en médecine, depuis bien longtemps, mais elle n'avait pas ce nom. En recherche, puis dans beaucoup d'autres domaines et de nombreuses professions. Elle s'est imposée comme un impératif dans le domaine scientifique et médical et fut progressivement institutionnalisée. Elle correspond à une intention d'encadrer, de limiter, voire de punir des transgressions qui mettent en cause des normes de comportement et des repères moraux. Elle est une sorte de garantie collective contre des errements possibles de professionnels
qui sont par définition chargés de responsabilité envers autrui. Elle est donc balisée par des normes et des idéaux qui sont nécessairement partagés. Souvent, les termes moral et éthique, comme nous le disions tout à l'heure en voyant leur étymologie, sont utilisés comme synonymes. Et comme nous le disions tout à l'heure encore, bien qu'étymologiquement les deux termes soient très proches, leur différence est plus du domaine du concept que de l'étymologie. Monsieur Préra, en 2005, disait que l'éthique recommande quand la morale commande. Concernant nos professions, nous parlerons plus d'éthique professionnelle que de morale. Mais ceci ne doit en aucun cas nous faire oublier que parler d'éthique, encore une fois, relève d'une théorie de la valeur axiologique, comme le rapportions plus avant, telle que le bien et le mal, le meilleur et le pire. L'éthique étant la science de la morale, c'est l'étude des différences entre ces différents concepts. Alors que l'aspect juridique que relève la théorie des normes, à ce moment-là, il est question de règles, de raisons, de principes, de devoirs, de droits et d'obligations, et nous rentrons à ce moment-là dans le domaine de la déontologie. Le droit, lui, se réfère à un ordre juridique précis qui peut être le résultat de décisions démocratiques ou de traditions propres à des pays ou à des sociétés. Ainsi donc, la morale professionnelle se subdivise en deux axes de nature différente, celle de l'éthique qui concerne les valeurs et celle de la déontologie qui a trait aux normes spécifiques, aux obligations liées aux manières de faire dans une profession. Cette manière de faire, qui se doit d'être impérativement d'une élaboration collective des valeurs et des normes, et qui implique donc une auto-organisation. Les comportements éthiques et déontologiques ressentis jusque-là comme des valeurs allant de soi, et qui ne nécessitaient pas de réflexion, et encore moins l'élaboration de textes pour la mise en place de procédures, sont actuellement revisités, et leur institutionnalisation, de même que la codification de leurs valeurs constitutives et entreprises. Il incombe donc aux partenaires de se mettre d'accord sur des règles qui guident leur action, sur des principes éthiques qui orientent ces règles. Ceci nécessite bien sûr une application consciente et réfléchie de ceux qui sont concernés par ces règles et leur capacité à participer à leur production, c'est-à-dire leur capacité à acquérir leur autonomie, qui est source de l'identité collective. Elle contraint tout en restituant la responsabilité des actes, car elle est un moyen de favoriser le respect de l'autre. Mais cette exigence d'autonomie ne peut se réaliser tant que l'éthique ne s'est pas imposée comme impératif institutionnalisé, en tant qu'instance productrice de repères normatifs et en tant qu'instrument de gouvernance. La nécessité de faire de l'éthique un instrument de gouvernance est essentielle si on veut aboutir à une normalisation et à une, entre guillemets, moralisation des comportements. La mise en place d'un processus de sensibilisation, voire de formation en aval, semble être prise en charge d'une façon qui laisse présager d'un futur plus conforme aux attentes. Je fais allusion ici à la mise en place du Conseil national de l'éthique universitaire, qui est l'université, le berceau de la formation universitaire, c'est-à-dire le lieu où se forment nos praticiens. C'est ainsi que l'installation d'un Conseil national de l'éthique universitaire
s'inscrit bien dans la perspective de l'effort et de la concrétisation ressentie pour la consolidation des valeurs et des règles dont devra s'inspirer un professionnel. Une très grande majorité des acteurs au sein de l'université affirment la nécessité de la mise en place de ces instances et une conviction de tous ces acteurs de penser que l'éthique et la déontologie sont à même de préserver l'université de pratiques préjudiciables pouvant entacher sa réputation et son renom. Ce n'est pas une impression, c'est le résultat ici d'une enquête qui a été réalisée par une équipe à laquelle j'appartiens, pour le compte du Conseil national de l'éthique universitaire rattaché au ministère de l'Enseignement supérieur et qui est présidé par le professeur Aberkan. Les bouleversements enregistrés à l'échelon de la société qui ont vu peu à peu le quotidien de l'institution scolaire et universitaire, parce que ça part très tôt, confrontés à des pratiques en porte-à-faux avec des normes jusque-là requises au niveau des espaces considérés, ont eu comme conséquence directe de ces transformations un relâchement, une perte confirmée de consensus sur des valeurs et des principes préétablis. Il n'y a plus de repères sur un ensemble de valeurs qui nous étaient habituelles. Dès lors, une renégociation entre différents acteurs s'impose pour reconstruire un nouveau modus vivendi accepté, plébiscité et mis en œuvre par tous. Il est évident que sans la mise en place d'un processus éthique et déontologique au sein des instances de formation successives, je veux dire là l'école et l'université, sans tenir compte d'autres conditionnalités que sont un environnement politique, social, culturel et économique, il serait illusoire de prétendre à la réhabilitation des présupposés éthiques et déontologiques. On ne peut pas avoir un endroit où l'éthique et la déontologie règnent dans une société qui a perdu tous ses repères. Dans l'espoir qu'en aval, l'effort entrepris dans tous les secteurs contribuera au raffermissement et au renouveau dans le cadre des professions médicales, des normes avec une clarification des concepts furent élaborés et la mise en place des procédures nécessaires furent réalisées, non pas sous forme de formules de moralisation, mais sous l'aspect de processus et de règles construites et élaborées collectivement avec une implication consciente et réfléchie des partenaires concernés par ces règles. Il s'agit bien sûr de ce que nous avons mis en place, ce qui a été mis en place du code de déontologie et des conseils d'éthique, de l'éthique médicale. Et nous nous proposons de faire une petite lecture succincte, très rapide, de ce code de déontologie. Il est clair que nous ne pouvions pas nous contenter ou nous faire une lecture du code de déontologie, ce serait fastidieux et très long, mais nous avons pris quelques petits repères. D'abord, du point de vue des dates, cette autonomie a été institutionnalisée, elle a été consacrée. D'abord par une première initiative du ministère de la Santé, par un décret exécutif du 6 juillet 1992, qui met en place les règles de déontologie médicale et institue les conseils de déontologie médicale en précisant leurs organes, leur composition et leurs prérogatives qui s'appuient sur des décrets de 1985. Vous voyez que depuis longtemps on y pense, mais ça a été dur de les mettre en place, portant statut type du travailleur des institutions administratives et publiques, c'est-à-dire de la fonction publique, et s'appuyant aussi sur les décrets de avril 91 et décembre 91, portant respectivement statut particulier des praticiens médicaux et hospitalo-universitaires. Cet ensemble de dispositions s'est concrétisé par la promulgation du code de déontologie que théoriquement tout le monde est censé connaître sans l'avoir jamais
appris sans avoir jamais été enseigné, sans avoir jamais fait partie des programmes. Dans son chapitre 1er, ces dispositions préliminaires, il est constitué de 5 articles. Ce code précise l'ensemble des principes et des règles et des usages que doit observer et dont doit s'inspirer le professionnel et qui s'impose pour l'exercice de sa profession. Je m'excuse, mais comme je le disais au départ, pour beaucoup dans l'auditoire, pour beaucoup de mes confrères, il semblerait que je dise des choses entendues. Mais les comportements vécus, qui sont observables en sortant, démontrent clairement que toutes ces remarques ne sont respectées par pratiquement personne. En tout cas, pas par beaucoup. Dans le chapitre 2, qui regroupe en 29 articles, les devoirs généraux et en particulier rappellent que le professionnel est entre autres au service de l'individu et de la santé publique et que sa vocation consiste à défendre la santé physique et mentale, à soulager la souffrance dans le respect de la dignité humaine, sans discrimination de sexe, de religion, de race ou de nationalité, en temps de paix comme en temps de guerre. Qu'il est responsable de chacun de ses actes professionnels. De même qu'il doit s'abstenir, même en dehors d'exercice de sa profession, de tout acte susceptible de déconsidérer celle-ci, c'est-à-dire sa profession. Dans les chapitres qui suivent, l'accent sera mis sur la nécessité d'une confraternité, autour de sentiments de loyauté, d'estime, de confiance, l'obligation d'une assistance morale et la défense d'un confrère injustement pris à partie, des visites de courtoisie aux collègues, les plus anciens, de même qu'il est précisé les rapports des collègues entre eux et avec les autres membres de la communauté. Chacun de ces actes professionnels et tout document, on me dira que c'est peut-être des vérités de la police, mais il y a quelques années, nous avons eu quelques incidents mémorables à Oran et ailleurs. Chacun de ces actes professionnels et tout document doit porter son nom et sa signature. Que par ailleurs, l'exercice de sa profession doit se faire dans des conditions qui ne puissent compromettre la qualité des soins qu'il prodigue et qu'il est en outre habilité à pratiquer tous les actes de prévention et de traitement dans tous les domaines, et j'insiste, qui ne dépassent pas ses compétences et ses possibilités, et s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte susceptible de déconsidérer celle-ci. Un article précise que ces métiers ne se pratiquent pas comme un commerce. Dans le paragraphe 2, le Code aborde dans un ensemble d'articles le secret professionnel et rappelle entre autres que le secret médical n'est pas aboli par le décès, sauf pour faire valoir des droits à la demande de la justice. Au paragraphe 3, c'est la relation du praticien et de son malade qui est prise en charge. C'est ainsi qu'il est souligné l'importance du libre choix du malade, ainsi que l'exigence d'une attitude correcte et attentive en vue du respect de la dignité du malade. Le rôle de défenseur de l'intégrité physique et morale des patients n'est pas oublié. C'est ainsi que l'article 53 et 54 précisent que le chirurgien dentiste, comme le médecin, doit être le défenseur de l'enfant malade quand il estime que l'intérêt de sa santé le commande, de même qu'il doit informer les autorités compétentes pour tout constat de traitement inhumain ou de privation. La nécessité de la confraternité et le sentiment de loyauté, que je répète ici, d'estime et de confiance, est abordé au niveau paragraphe 4 en 9 articles. L'obligation d'une assistance morale et la défense d'un confrère, la recherche de la conciliation, font de ce professionnel qu'est le chirurgien dentiste, comme le médecin, un humaniste respecté, digne de confiance. Le paragraphe 5 vient, en 10 articles, préciser les rapports du chirurgien dentiste entre eux et avec les autres membres de la profession. Et ce paragraphe souligne de façon plus détaillée ces relations de courtoisie, de confiance et d'échange orientés tous vers la recherche de la meilleure attitude de bienveillance envers les malades. Tous ces éléments font du chirurgien dentiste, comme du médecin,
un élément essentiel de la protection et de la défense de l'intégrité physique et morale et des droits de l'homme. C'est un acteur essentiel de la société civile. Vient enfin. Le paragraphe 6 relatif à des règles particulières concernant certains modes d'exercice. Le paragraphe aborde, par exemple, l'exercice en clientèle privée. Il insiste et précise les indications autorisées sur les cartes de visite, les ordonnances, ainsi que les dimensions des plaques et les informations qu'elles doivent comporter, où seuls les titres et les qualifications reconnues sont autorisés. Je regrette que monsieur le directeur de la santé ne soit pas présent. Il précise en outre les modes de remplacement ou d'association ou de cohabitation, l'exercice salarié. 9 articles sont consacrés à ce mode d'exercice, qui précise encore que cet exercice sous forme contractuelle obligatoire, sauf avec le ministère de la Santé publique, n'enlève en rien aux devoirs professionnels, ni aux obligations particulièrement concernant le secret médical. De même, la nécessité de prioriser l'intérêt de la santé des personnes et leur sécurité. Enfin, ne jamais accepter des rémunérations sur la base de normes de productivité pour faire tant de malades, pour toucher tant. La médecine et la chirurgie dentaire de contrôle. L'objectivité est le critère principal. Le secret médical étant toujours de rigueur, aucune thérapeutique n'est instaurée par le médecin contrôleur ou le dentiste contrôleur, et pour tout désaccord, le dentiste contrôleur doit en parler directement avec son confrère chirurgien dentiste traitant ou en faire part en cas de difficulté au président des sections ordinaires. La chirurgie dentaire d'expertise, qui viendra après, et au paragraphe 7, certaines dispositions diverses ont trait à l'inviolabilité du cabinet du chirurgien dentiste, où toute perquisition ne peut se faire que dans le cadre de la législation. Le titre 2 aborde les organes des conseils mis en place, Assemblée générale, Conseil national de l'ordre, puis ensuite les différents conseils régionaux avec leurs différentes commissions. Ce que nous venons de voir succinctement demande s'il en était besoin. Que les principes, les règles, les devoirs et les comportements dans l'exercice et pour l'exercice de notre profession sont l'émanation des professionnels eux-mêmes et qu'il leur est loisible, dans le respect des principes établis d'une démocratie et d'une participation efficiente, de les faire évoluer. Que les transgressions portant atteinte à la profession, à son exercice, aux professionnels et aux malades, sont soumises en première instance aux organes mis en place et que les conseils de déontologie et les conseils de l'ordre, émanation démocratique des professionnels, pardon, je viens de perdre la suite. Les déclarations des professionnels, pardon, merci, non, c'était rien du tout. En fait, la question que nous nous posons, où en sommes-nous plus d'une décennie après la promulgation de ces principes, puisqu'ils ont été promulgués en 1992 et les différentes instances ont été installées depuis lors. Où en sommes-nous depuis la promulgation? L'institutionnalisation des instances et la mise en place des instruments de veille et de régulation ont été mis en place. Qu'en est-il du respect des qualifications dans l'exercice de la profession? C'est une question. Des règles de confraternité, de la courtoisie due aux malades, de la loyauté, de l'estime et de la confiance vis-à-vis des pairs, des habilitations et des compétences exigées pour une bonne pratique. Qu'en est-il de l'esprit de responsabilité pour la défense de la santé physique et mentale de nos malades et de l'implication pour une grande considération de notre profession par des comportements
même en dehors de l'exercice de nos professions. Il est entendu que nous ne pouvons être exhaustifs dans notre énumération, sinon nous serions très fastidieux. Heureusement, parce qu'il faut une note d'espoir. Quelques timides avancées éclairent le chemin qui reste laborieux mais passionnant. Et les indications d'espérance dans ce domaine commencent à apparaître, car la prise en charge de certaines conditionnalités que nous avions évoquées plus avant, particulièrement les conditionnalités sociales et culturelles, commencent à être identifiées et à être appréhendées. L'effort entrepris pour cette identification est la mise en place du Conseil de l'éthique universitaire, parallèlement au Conseil de l'éthique médicale, en même temps que la mise en place du Conseil de l'éthique et de déontologie des magistrats, des avocats qui existent depuis longtemps, des notaires, des architectes. Tout cela laisse augurer d'un avenir plus encourageant. La mise en place donc du Conseil de l'éthique universitaire avec une étude réalisée et la volonté d'implication des acteurs universitaires, ainsi que la sensibilisation dans le système éducatif, constitueront certainement pour nos futurs confrères une impression, c'est-à-dire une imbibition précoce et une revivification des principes éthiques dont notre culture est si riche, mais qui, confrontés à des bouleversements multiples au sein de notre société, se sont émoussés, relâchés. Et il était indispensable de les reconstruire. Je vous remercie pour votre attention.